Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Je vous dis toujours à chaque semaine, merci de vos commentaires. On prend le temps de les lire et on essaie aussi de les faire lire à nos invités parce que nos invités prennent conscience à quel point ils peuvent faire une différence dans votre vie en se livrant aussi ouvertement quand ils viennent s'asseoir devant moi ici à Ouvre ton jeu. Alors, merci d'être aussi fidèles. Vous pouvez nous voir sur toutes les plateformes et ça gratuitement. Oui, il y a de la publicité, mais c'est la façon aussi de vous l'offrir gratuitement. Ceux qui ne veulent pas de publicité, vous pouvez vous rendre sur Patreon. Vous allez devoir verser un montant, mais il n'y aura pas de publicité et vous allez avoir les épisodes une semaine à l'avance. Et il y a un niveau qui va arriver, je pense que c'est la semaine prochaine, le niveau Spa Eastman qui s'en vient. Donc, dans le jeu, il y aura une nouvelle question qui sera, la réponse sera seulement disponible sur Patreon. C'est la façon de faire de cette plateforme-là. Il y a des exclusivités. Alors, si vous avez la curiosité, vous pouvez aller voir parce qu'il y a plusieurs podcasts disponibles. Je vous rappelle aussi qu'on a maintenant le jeu couple qui est disponible ou encore si vous avez une première rencontre, vous ne savez pas trop quelles questions poser. Dans le jeu couple, on a aussi des niveaux pour ces fameuses premières rencontres pour apprendre à connaître l'autre sans trop être intrusif ou intrusive et en même temps, le jeu guide la discussion. Si vous vous rendez sur marieclaude.com, vous allez voir aussi les Ouvre ton jeu sur scène qui s'en viennent. On a bientôt Maxime Landry au club le 10-30. On a Lise Dion qui sera à l'Odyssée de Gatineau. Alors, vous pouvez aller faire un tour. On vous invite. Il y a le niveau public. Donc, vous choisissez une question, l'invité. En fait, vous mettez une question dans une boîte, l'invité pige une question qui fera le niveau le niveau public, pardon. Et aussi, vous pouvez mettre votre nom dans une boîte et si je vous pige, vous venez répondre à une question express d'Ouvre ton jeu. Puis les fois qu'on le fait, je vous dis, ça donne des petits bijoux parce qu'on essaie quand même d'en offrir plus, de vivre l'expérience pleinement avec vous, le public. Alors, venez nous rejoindre, Ouvre ton jeu sur scène, marieclaude.com. Et en vous disant marieclaude.com, si vous voulez devenir membre du Marie Club, vous vous rendez aussi sur le marieclaude.com. Et l'abonnement annuel, on vous offre 10 % de rabais, donc avec le code promo CLUB10. Même chose pour ma grande partenaire, Karine Jonca, qui est aussi partenaire de Ouvre ton jeu sur scène. Si vous vous rendez sur son site web, elle vous offre 15 % de rabais sur tous vos achats avec Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie, que ce soit lors du magasinage en ligne ou en boutique, profitez de la politique de retour flexible pour certains abonnements. Et si vous voulez faire des achats en ligne, il vous offre 15 % de rabais avec le code promo ROSE15. Optoréseau, plus de 80 franchisés à travers le Québec. Alors, parce qu'on aime ça, on nous passe des petits messages sur la santé des yeux. Alors, le message qu'Optoréseau veut vous livrer aujourd'hui, c'est « Saviez-vous que certaines maladies telles que le diabète et le cancer peuvent être détectés lors d'un examen de la vue. Un examen de la vue complet et régulier est essentiel à la santé. Moi, honnêtement, je ne savais pas qu'on pouvait détecter le cancer à l'aide d'un examen de la vue. Alors, moi, j'en ai passé un d'ailleurs chez Optoréseau et vraiment, je le dis parce que c'est vraiment vrai. Là, moi, j'avais un petit problème qu'on n'avait jamais détecté et ils l'ont détecté grâce à l'examen de la vue. Donc, j'étais très, très contente. Alors, si vous voulez, vous prenez un rendez-vous en ligne ou par téléphone dans l'une des cliniques d'Optoréseau. Alors, c'est facile à trouver, là, Optoréseau en ligne. Et évidemment, j'ai mon équipe qui est incroyable. Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette, création numérique, Étienne Collard à la captation, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux. On reçoit aujourd'hui un homme, je pense que sa voix, si vous l'écoutez sans l'image, sa voix nous est familière. Sa voix est comme sécurisante. Nous, dès qu'il est arrivé dans le studio, tout le monde a dit « il est arrivé ». Je parle de Pierre Houde. Pierre, c'est un commentateur sportif depuis des dizaines d'années déjà, entre autres le hockey, la Formule 1, les Olympiques. C'est quelqu'un qui fait partie du paysage québécois depuis des années. Et à chaque fois que j'entends des entrevues de lui, j'aime sa sensibilité, sa
à quel point il est dédié pour son métier. Et je connaissais son frère Paul. C'était quelqu'un que je connaissais plus que Pierre. Mais il reste que Pierre, toutes les fois que je l'ai vu, on a eu des discussions qui étaient riches et profondes. Et j'avais aussi envie de l'entendre parler de son frère Paul qui nous a quittés tellement rapidement. Alors, il a accepté l'invitation. J'ai hâte de voir... J'ai hâte, en fait, qu'il ouvre son jeu. J'ai hâte de le connaître davantage. Mais j'ai l'impression qu'on va rencontrer un homme de cœur. Alors, place à Pierre Houde. Quel rôle joue l'intimité émotionnelle dans ta relation avec ton amoureuse? Bon. La marque finale est donc Marie-Claude 1, Pierre 0. Veux-tu qu'on regarde la dernière? Vous regardez le volet Eros et compagnie de ce balado. Est-ce que tu veux que je t'en lise une autre? Dans quelques instants, le mot de la fin. Ça, c'est drôle! Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition Couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. L'invité qui est devant moi, ça fait longtemps que je le vois à la télé. On s'est croisés. On dirait que je connais aussi beaucoup cette voix-là. Tantôt, il s'en venait dans le studio, puis c'est drôle, j'étais avec nos deux techniciens, puis tout de suite, on disait, OK, Pierre est dans le building. On reconnaît sa voix. Je suis vraiment contente de le recevoir. Bonjour, Pierre Houde. Bonjour, Marie-Claude. Comment ça va? Très heureux qu'enfin on puisse trouver un moment pour se parler face à face. Oui, on dirait qu'il faudrait que je parle de hockey présentement ou de la Formule 1. Non, j'ai quand même d'autres intérêts dans la vie. Je sais, mais c'est parce que cette voix-là, pour moi, est tellement associée au sport. Ta voix, Pierre, je veux dire, c'est comme une légende, ta voix. Mm-hmm. C'est quand même quelque chose d'avoir une voix qu'on reconnaît et qu'on associe à quelque chose. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ta carrière, cette voix-là? Ben, aidé certainement, mais c'est drôle, hein? Je suis à 36 ans de hockey, à 50 ans de métier là, à l'automne, et je pense que c'est pas mal la première fois que je le réalise, que je réalise que ma voix me trahit en quelque sorte quand je suis quelque part. C'est pas mon visage, comme par rapport à bien d'autres gens qui ont une vie publique. Moi, je réalise que quand j'ouvre la bouche, il y a beaucoup de gens qui se retournent. Et c'est ma fille qui me le fait remarquer, c'est ma blonde qui me le fait remarquer, c'est mon agent Sylvain Simard qui me le fait remarquer. Et des fois, on me dit, Pierre, parle pas trop fort parce que ta voix porte. On la reconnaît tout de suite. Et je raconte toujours la même anecdote. Tiens, puisque tu m'ouvres la porte. On va se tutoyer. Ben oui, on se tutoie. Mais oui, certainement. Parce que tu m'ouvres la porte. Le premier moment où j'ai été vraiment conscient de ma voix, c'est quand j'allais faire l'épicerie. Et il y avait une mère de famille avec son petit garçon dans le panier. Et moi, je parlais au téléphone. Et elle me dépasse et elle revient. Puis elle dit, je crois que vous êtes Pierre Houde. Je dis oui. Alors j'ai dit bonjour. Elle dit, c'est mon petit garçon qui vous a reconnu, qui a reconnu votre voix. Alors je m'approche et je réalise qu'il est non-voyant, le petit garçon. Et il avait reconnu ma voix. Et ça m'a touché énormément. Sur le moment, je suis allé lui parler et ainsi de suite. Et puis, je les ai laissés partir, faire leur épicerie. Et un peu plus tard, je les ai rattrapés. Je dis, est-ce que tu aimerais que je te décrive un but et la séquence? Tu serais la vedette. Alors, je lui raconte ça à l'oreille, pas trop fort. Je voulais pas alerter tout le supermarché. Et je lui ai décrit un but extraordinaire où il est la vedette et ça se termine par un « et le but ». Et il était tellement heureux. Et ça m'avait inspiré une chronique sur le site web d'RDS tout de suite après. J'avais écrit de son prénom « T'as les plus beaux yeux du monde ». Et puis, et ça, cette journée-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de magique un peu dans ce qu'on faisait. À un autre moment, je lis Le Devoir. Il y a une critique d'un livre québécois et c'est une essayiste qui écrivait un essai sur sa vie. Et le passage qui était cité dans Le Devoir
était qu'elle se rappelait, les souvenirs les plus lointains qu'elle avait, c'est que sa mère la berçait jusqu'au sommeil et qu'en toile de fond, elle entendait la voix de Pierre Houde qui décrivait le hockey. Et c'est écrit comme ça dans le bouquin. Alors, ce sont d'abord des choses, Marie-Claude, extrêmement touchantes. On réalise pas qu'on a un tel impact, mais quand vous les recevez de cette façon-là, c'est tellement... ça vous rend très humble, ça vous rend très sensible, j'imagine, et vous réalisez qu'après X nombre d'années, vous faites partie de l'univers sonore des gens. C'est un quotidien, il y a quelque chose de réconfortant quand on reconnaît une voix aussi. On me le dit souvent, ça aussi. J'ai dit, bon, alors c'est comme le macaroni au fromage, le pâté chinois. Alors, j'accepte ça avec grand plaisir, avec humilité. Oui, mais c'est important, tu sais. Oui, on reconnaît ton visage et il y a des gens qu'on reconnaît le visage, mais la voix, c'est pas quelque chose qu'on va se souvenir. On reconnaît les deux, mais ta voix, c'est quelque chose de familier, de réconfortant et c'est pas tout le monde qui a une voix qui peut faire ce que tu as fait avec, tu comprends? C'est important d'avoir une voix qu'on reconnaît et d'avoir une voix aussi mélodieuse à l'oreille. Oui. Ben, c'est que moi, il faut aussi se rappeler que je suis d'abord et avant tout un enfant de la radio et pas un enfant de la télé. Alors, mes années de voix, c'était bonjour mesdames, messieurs, bonjour mesdames, bienvenue à CFGL 105,7. Là, tu forçais un peu cette voix. C'était Joe Dassin et dans quelques instants, Yves Duteil, suivi du grand orchestre de... Vous voyez, je trahis mon âge, Marie-Claude. Mais ça, c'était... j'ai adoré mes années de radio. C'était... Enfin, j'ai fait quelques stations, mais mes plus belles étaient certainement à CFGL parce que, qui est, pour ceux qui ne savent pas, c'est Rythme FM aujourd'hui. Ouais. Et j'en ai été un des patrons dans les années 80. Donc, j'étais à la fois patron et annonceur. Et Paul était là aussi. Alors, c'est un peu l'histoire de la famille, tous les deux. Donc, je transporte un vécu avant le vécu de descripteur de hockey. Il faut croire que la Providence m'a donné cet outil de travail que j'essaie d'utiliser le mieux possible. Oui, parce que tu sais qu'il y en a qui essaient de faire de la radio, puis la voix, ça fonctionne pas. Oui. Tu sais, alors, c'est ça. Fait que dès que t'es rentré là, ici, dans l'édifice, ça a fait « Ah, Pierre s'en vient! » Je l'apprécie. J'annonce mon arrivée. Exactement. Tu peux pas c'est dur de camoufler une voix. Tu sais, comme tu disais tantôt, on peut se mettre une casquette ou se camoufler avec des lunettes fumées, mais la voix, c'est non. Je l'ai vécu enfant. Paul et moi, on était fascinés par René, par Richard. René Le Cavalier. Richard Garneau, Raymond Lebrun, Pierre Dufault, enfin Lionel Duval. Mais les voix, surtout de René et de Richard. Et j'ai eu le bonheur de travailler avec eux, surtout René à la fin de sa carrière. Richard, on est devenus de très bons amis jusqu'à son décès. Alors, donc j'ai vécu ça aussi, moi, comme de l'autre côté du spectre, hein. Je l'ai vécu, j'ai été tellement fasciné par eux, c'est comme s'ils avaient nourri notre passion. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu, Pierre? Oui, j'espère que je vais l'ouvrir convenablement. Aucune pression ici. J'ai un peu de stress, là, soudainement. Je vois avec toutes ces cartes devant. Oui, tu n'as pas à répondre à toutes ces cartes. Je veux juste te rassurer parce que ce serait... Là, j'aurais toute ta vie. Ce serait une biographie. Mais tu vas voir, on a des questions vertes. Je vais te dire tantôt à combien tu ne vas pas répondre à tout ça. C'est des questions d'ordre générique. Mm-hmm. Les questions jaunes, c'est des questions d'ordre plus spécifique. Donc, parce que ce jeu-là, même s'il y a des questions qui reviennent de jeu en jeu, ce jeu-là, ces questions-là sont mélangées pour toi. D'accord. Tu vas partir avec ton jeu après, c'est ton histoire. Les questions rouges sont d'ordre plus personnel. Le niveau rose, ne t'inquiète pas, parce que ça se pourrait que le titre t'inquiète. C'est le niveau Eros et compagnie. C'est des questions... on est à l'aise avec ça. Je suis à l'aise. Bon, parfait. Ça. Donc, des questions d'ordre sensuel et sexuel. Je sais jamais quand je mets ce niveau-là sur la table, qu'est-ce qui va se passer. Mais à mon grand étonnement, ça va super bien, puis on apprend plein de choses. C'est des magnifiques discussions autour d'Eros et compagnie. La dernière question, c'est une question très douce qui dépose l'avion de cette grande entrevue. C'est la question Opto-Réseau que je vais te poser à la fin. Et moi qui suis pilote en plus. Tu vois, écoute. Je vais déposer l'avion. J'ai été reconnu pour mes atterrissages très doux, Marie-Claude, à l'époque. Alors, je vais peut-être t'en faire un aujourd'hui. Ben, écoute, parce que moi, je vois tout le temps un peu... Chaque projet ou chaque chose, je vois toujours, OK, c'est quoi la piste que j'ai besoin pour décoller et pour atterrir? Tu sais, des fois, en télé, ça va vite. J'avais 4 invités, tu as 44 minutes, pas de montage. Puis des fois, il y avait comme des grosses questions. Puis je me disais, non, je peux pas poser ça. Il me reste 8 minutes, j'ai pas de piste d'atterrissage, tu sais. Alors, je pense beaucoup je suis pas pilote, mais je pense beaucoup comme ça. Mais c'est un mode de réflexion, oui.
Oui, c'est ça. Je trouve que ça illustre bien. Tu as un joker, Pierre, parce que comme je pose des sous-questions, des fois, tu peux dire, hey, sais-tu quoi? Moi, je passerai à une autre. Okay. C'est rare qu'on l'utilise, mais je te le dis, tu peux l'utiliser sans problème. Je vais essayer de pas l'utiliser parce que là, je m'abandonne. Je te fais absolument confiance. Ben, j'aime ça. Alors, Pierre, tu les brasses sur la table. Le niveau vert, tu vas m'en donner 5. OK. Je vais te lire les 5 questions. Alors, 1, 2, Attends, 3, c'est ça ici. 4 et 5. Parfait. Je vais te les lire. D'accord. Tu vas en choisir une auquel tu devras répondre et après, je vais en choisir une. Donc, tu vas répondre à 2 de ces questions-là. Et ça, je peux les remiser. Oui, ça sera pour toi plus tard si tu veux le faire chez toi. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Pour être bien avec moi, je dois. Attendez, j'aime pas ça. Avec moi-même? Oui, avec toi-même, oui. Comment réagis-tu à l'autorité? À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Et de quoi as-tu peur? Je suis à l'aise avec les 5. C'est dur de choisir. Mais laquelle je dois en choisir une? Oui, t'en choisis une. Pour être bien avec moi-même. Tiens, je vais utiliser celle-là parce que c'est un contexte qui me ramène à mes dernières heures avec Richard Garneau. Alors, je pense que ça va te faire une bonne réponse. Parfait. Alors, je vais choisir celle-là pour être bien avec moi. C'était donc aux Jeux olympiques de Londres. Parce que Richard avait prolongé sa carrière et en 2010 et en 2012, à Vancouver et à Londres, parce que nous étions maîtres d'œuvre des Jeux olympiques, Radio-Canada avait fait une pause parce qu'on avait obtenu les droits. RDS avait eu la merveilleuse idée de tendre une perche à Richard Garneau et savoir si Richard serait intéressé à venir à Vancouver et à Londres, et en pensant peut-être qu'il aurait dit non, vu qu'il avançait en âge et tout ça, et c'était un univers qu'il connaissait pas beaucoup, et il avait accepté avec plaisir. Donc, en 2010, et parce que moi, je suis un peu le plus expérimenté au niveau olympique à RDS, on nous a confié les cérémonies d'ouverture et de fermeture. On a confié à Richard différents dossiers, et moi, je décrivais le hockey, évidemment, dont le fameux but de Sidney Crosby. Donc, on se connaissait très bien déjà. Mes premiers jeux avec Radio-Canada remontent à 1984. Alors, j'ai côtoyé Garneau et compagnie. Mais là, on a développé vraiment une complicité, je dirais, à Vancouver. Londres, Garneau dit non seulement je vais y aller, mais je suis prêt à être un des analystes. Je suis prêt à laisser à Pierre la description de l'athlétisme. Et comme tu le sais, c'était son grand château fort. Il a été très généreux et très modeste pour dire « Je suis prêt à concéder ça à Pierre, mais je suis prêt à être à ses côtés avec Bruni Surin, Jean-Paul Bert. Je suis prêt à faire partie du quatuor pour décrire les compétitions dans le grand stade. » Alors, ça m'a beaucoup touché d'abord. Et deuxièmement, on habitait un peu en retrait du grand stade. On était dans les Docklands. D'un des côtés de la Tamise, devant nous, c'était Canary Wharf, le Londres moderne et le Londres des affaires. Et au fil du temps, j'en suis venu qu'à un peu m'occuper de Richard. Je sentais que je devais un peu gérer l'agenda parce qu'il avançait en âge. Il était un peu fatigué, évidemment, à tous les jours. Et donc, d'une complicité, on est passé à une amitié. Et il y avait des moments absolument extraordinaires qu'on vivait ensemble, dont celui, tard le soir, après la dernière compétition au Grand Stade. Je disais, Richard, tu vas pas te coucher tout de suite. Tu vas te coucher stressé. On prend un verre de vin blanc, assis dehors, sur le bord de la Tamise, puis on regarde Canary Wharf et on parle de la vie. Ah, Pierre, ça me fait plaisir. C'est ce que je préfère. Et tous les soirs, on avait ce moment-là. Et je fais un long détour pour arriver à la question sur la carte. Non, mais c'est intéressant. J'aime tout ce que tu dis. Alors, j'arrive là et puis on a vraiment développé une amitié extraordinaire, une amitié où on s'est ouvert le cœur tous les deux. Il m'a parlé de sa vie, de ses angoisses, de ses malheurs, de ses bonheurs, de sa relation avec sa belle Russe, sa conjointe des derniers temps. Moi-même, je traversais des moments assez difficiles sur le plan personnel. Et tout ça, on s'est ouverts tous les deux. Et à un certain moment, il a dit, j'ai un reproche à te faire, mais je veux tout de suite le casser.
Il a dit, tu es beaucoup trop sévère envers toi-même. Il dit, je te regarde travailler à côté de moi. La moindre petite erreur, la moindre petite coquille te bouleverse, te chamboule. Et je dis, oui, mais t'en es un peu responsable, Garneau. Parce que Paul et moi, on a toujours vu en vous l'excellence, la perfection, autant dans la forme que dans le fond. Et là, il m'a dit, tu vas te taire et tu vas me laisser parler. Alors, il m'a, pendant 10 ou 15 minutes, fait un extraordinaire témoignage de tu dois relâcher. Même les Garneau et les Le Cavalier de ce monde relâchent. Même nous avons fait des erreurs et nous en venons qu'à en rire. Nous vivons avec, nous les acceptons. Et c'est probablement la plus belle leçon de vie en général, parce que c'est pas seulement pour le travail, mais c'est probablement la plus belle leçon que j'ai reçue dans les 10-15 dernières années, qui a beaucoup dicté le reste de ma vie. J'ai réalisé à ce moment-là que non seulement je suis extrêmement exigeant envers moi-même pour le travail, mais à tous les niveaux également. Est-ce que tu l'es pour les autres aussi? Non, mais voilà le problème, c'est que je suis prêt à vraiment être tolérant pour les autres, sauf que il y a des nuances dans tout ça. Exemple, quand on doit performer, je vais le dire, c'est pas le bon terme, là, mais quand on doit livrer une performance en direct, je m'attends à ce que tous les autres qui sont dans l'équipe aient aussi le même niveau de désir d'excellence et de performance. Mais j'en viens qu'à être plus tolérant envers les autres qu'envers moi-même. Et je réalise que ça m'a amené d'autres déclinaisons qui étaient lourdes dans ma vie. Une espèce de soif de contrôle, pas maladif, mais toujours un besoin de contrôler, de comprendre, de saisir. Et j'ai réalisé que ça devenait très lourd pour moi et pour mon entourage. Et donc, la leçon de Richard... Ça apporte de la rigidité. Exactement. Et la leçon... Et pourtant, j'ai un côté très humain, drôle, extroverti. C'est un genre de contraste avec lequel j'ai vécu une grande partie de ma vie, jusqu'à ce que Richard dise, Pierre. Et pour me convaincre de ce qu'il me disait... Il m'a dit, écoute, si on est tous les deux, c'est intime, on prend un verre de vin, la vue est magnifique. Il dit, je te dis une dernière chose avant qu'on aille se coucher. Je te passe le témoin et tu le mérites. À chaque fois que je raconte ça, ça m'amène aux larmes. Pourquoi ça t'amène aux larmes? Ben parce que c'est un moment tellement fort. C'est Richard Garneau. C'est des consécrations, là. On peut en avoir par des trophées, on peut en avoir par des renouvellements de contrats, on peut en avoir par des propositions d'émissions ou de nouvelles aventures, mais on peut aussi en avoir loin du public, loin de la reconnaissance. Mais c'est le petit Pierre aussi. Ben là, le petit Pierre, je pense que c'est là que j'ai réalisé que j'étais devenu un adulte. Et la question pourquoi je l'ai choisi, en fait, et je m'en rends compte aussi, ça m'amène à accepter les beaux compliments que tu m'as faits au début. Me dire que ma voix est réconfortante, que ma voix amène... amène du bonheur, amène de la stabilité, de l'irréférence. On aime la familiarité aussi. C'est ça. Et donc, ça m'a probablement appris, ce soir-là, ça m'a probablement appris à décliner tout ça aussi et à accepter où j'en suis. Je suis pas parfait, c'est pas encore 100%. Richard, si tu m'entends quelque part, je suis pas encore là tout à fait, mais je m'en viens, je te le promets. Il t'a montré le chemin. Oui. Et quand il est décédé, Marie-Claude, je me rappellerai toujours, c'était un dimanche matin, quand je l'ai appris, parce qu'on a quitté l'avion ensemble de Londres, on était voisins de cabine, et puis sa douce l'attendait, et puis ma famille m'attendait. Puis j'ai dit à Richard, on se retrouve à Sochi. Ben, il dit, t'es mieux d'y compter parce que je vais être à Sochi. Et malheureusement, il nous a quittés. Cette journée-là, c'est probablement une des journées les plus tristes de ma vie. C'est drôle, hein? Une tristesse et une émotion, je devrais dire, incontrôlable. J'ai pleuré toute la journée. Je venais de perdre un ami, un mentor, un guide. Je venais de perdre... des fois, j'essaie de m'imaginer s'il avait survécu encore plusieurs années, à quelle fréquence on aurait pu se voir, se parler, se confier l'un à l'autre. Peut-être jamais, parce que c'était peut-être le contexte de Londres qui s'y prêtait. Mais vraiment, la grande leçon de Richard me sert encore beaucoup aujourd'hui. Et comme je te disais, il y a beaucoup de déclinaisons. Et devenir ami avec son mentor tardivement dans sa vie à lui, quand même. Oui.
et d'avoir cette sagesse-là de te parler. Il aurait pu pas te le dire non plus. Ah, bien sûr qu'il aurait pu. Mais il t'aimait, là. Tu sais, je veux dire, oui. il a voulu te dire, moi, je vois des choses, je vais te dire ce que je vois en toi. Oui. Il y avait une confiance, mais il a vu plus loin que toi, pour toi. Oui, absolument. Et j'ai réalisé aussi que il y avait probablement de très, très grandes similitudes dans son être. Et quand je dis être, c'est parce que je ne veux pas parler seulement des valeurs, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'angoisse dans la vie de Richard Garneau. Il y a de l'angoisse dans la vie de ouais. pas mal. Dans pas mal, c'est ça. Mais les siennes étaient semblables aux miennes. Et ses valeurs, exemple, il avait un humour caricatural extraordinaire qui ressemble à celui des Hoods. Il n'y avait pas seulement Paul qui était un grand caricaturiste par l'imitation et tout ça. Je l'ai toujours été, moi aussi. Et donc, on avait plein d'atomes crochus, plein de choses en commun. Et ça prenait un contexte pour vraiment mettre ça ensemble. Et son départ m'a fait une très, très, très grande peine. Mais il est toujours là sur le plan professionnel. Et donc... il te laissait un héritage important. Il m'a laissé un héritage très important. Ouais. Très important. Donc, je suis un petit peu plus souple avec moi-même. Est-ce que tu te sens plus près de toi, de ce que tu es profondément, de ton essence? Oui, absolument. Bien que 3 fois par semaine en moyenne, et des fois plus, la vie professionnelle qu'on mène nous tend un piège, tend à nous amener en dehors de nous-mêmes, parce que la spécificité de ce que je fais, et ça le dit, c'est assez spécial, c'est assez unique. On communique, mais on communique quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. On ne bâtit rien, on ne crée rien, on ne crée pas des paroles, on ne crée pas de la musique, on n'est pas sur scène pour livrer un texte. Donc, nous, on décrit un événement sportif, et donc, on est un intermédiaire qui, forcément, a tendance à nous amener vers l'oubli de soi, vers une rigidité qui est un peu dangereuse parfois. Il faut apprendre, et je pense l'avoir appris au fil de 36 années de description de hockey, et après mes expériences, exemple avec Richard, on apprend à laisser passer sa personnalité à travers la rigueur que nous impose ce style de communication. Mais ça se développe avec le temps, cette façon de faire. Mais il faut avoir confiance en soi. Et quand tu ne l'as pas complètement, tu as tendance à être très rigide. Ma blonde actuelle, Lynn, que j'ai rencontrée il y a 7 ans, elle me voyait à la concession automobile pour laquelle elle travaille. Elle me voyait passer et elle avait l'impression que j'étais tellement plate, rigide, que j'étais plate comme la lune, que j'étais un comptable ou un homme d'affaires. Et c'est vrai que j'allais souvent là avant un vol à Dorval. Et puis, après ça, elle réalise qui je suis aujourd'hui. J'ai hâte de répondre à vos questions. Eros et compagnie. Oui, moi aussi, j'ai hâte qu'on arrive là. Aujourd'hui, elle dit, voyons donc, c'est Pierre Hood. Bref, elle t'a découvert. Je sais que là, je m'étire un peu. Non, on aime ça, on aime ça. On aime ça ici. Moi, je vais te poser la question, comment réagis-tu à l'autorité? Oh, ça, c'est encore une dualité. Je suis extrêmement respectueux de l'autorité. Je vais peut-être répondre l'autorité au sens large, Marie-Claude. Donc, l'autorité d'organigramme ou l'autorité de loi, de gouvernement, je suis extrêmement obéissant en général et même reconnaissant. Mais d'un autre côté, j'ai un côté un peu rebelle vis-à-vis de l'autorité quand je crois que l'autorité va dans la mauvaise direction. J'ai souvent peu hésité à émettre mes opinions, à lever la voix avec des patrons, avec des supérieurs dans la hiérarchie, producteurs, réalisateurs et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être pas la réponse que tu souhaitais, mais j'ai une moi, je souhaite rien. J'ai une double personnalité vis-à-vis de l'autorité. Extrêmement... Mais c'est-à-dire qu'il y a un sens de la justice dans ce que j'entends. Justice, c'est ma nourriture quotidienne, peut-être parfois excessive. Donc, si ça... Je voudrais régler tous les torts de la planète, même au volant, et j'ai pas de rage au volant. Mais je voudrais régler tous les torts dès que j'en vois un. J'aimerais régler toutes les délinquances, toutes les étourderies. Si c'est dans ton travail, ce que je comprends, c'est que tu vas au front. Tu vas
tu vas parler à la personne qui peut changer quelque chose. Oui, mais je vais toujours essayer de le faire d'abord de façon intime, parce qu'en télé, on est en groupe, hein, et c'est facile, puis on est en direct. Alors, c'est facile d'appuyer sur le bouton et de laisser passer sa rage, ou pas sa rage, mais sa frustration, sa déception, et ainsi de suite. Donc, j'essaie de le faire d'une manière calme, civilisée, et ainsi de suite. Mais j'ai beaucoup de difficultés à m'assouplir à ce niveau-là. Je suis... Tiens, si on était, disons, quand on parle de grands principes politiques, de grands principes de vie, je suis pour les libertés individuelles à 1000%, à l'intérieur d'une reconnaissance très rigide de principes de vie en société. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'ai cette dualité. C'est qu'il y a comme des balises. On peut faire ce qu'on veut, mais en fait, mais si on arrive sur la façon de vivre, il ne faut pas dépasser. Exact. Et c'est pour ça, probablement, que j'aurais été un pitoyable politicien. J'en parlais souvent à Mario. Puis j'ai jamais vraiment compris pourquoi il a quitté la politique. Un jour, on soupera tous les quatre, comme on dit. On en parlera. Mais on va parler de football plus que de politique, probablement. Probablement, je pense que Mario se souvient des fois peu qu'il a déjà été politicien. Je vais donner un exemple. Je respecte la signalisation piétonne au coin d'une rue, même s'il n'y a pas d'auto d'un côté ou de l'autre. Pour moi, ce sont des principes de base. Ouais. Quitte à me faire traiter de vieux, puis de te faire klaxonner. Et ainsi de suite. Je respecte. Je trouve que c'est extrêmement important. Ceci dit, tu as très bien décrit. À l'intérieur du cadre, je suis à l'opposé. J'aime avoir ma complète liberté. Et donc, ça ferait un mauvais politicien, parce qu'un politicien doit constamment patauger là-dedans et doit passer d'une valeur à l'autre selon l'humeur politique, selon l'humeur du jour, selon le sondage, selon la tendance. Je serais extrêmement mauvais comme politicien, bien que j'adore la politique, j'adore la vie publique, j'en mange, j'adore le suivre, lire. Est-ce que tu aurais pu commenter la politique? Mon fantasme professionnel, c'est d'animer une soirée d'élection à la télé. Ah ouais, hein? Ouais, ça, c'est mon fantasme professionnel. Bien, il y a quelque chose qui se ressemble parce que tu commandes ce qui se passe sous tes yeux. Voilà. T'sais. Voilà. Et quand j'en ai l'occasion de temps en temps à RDS, j'anime les grands reportages de la journée des transactions, les joueurs autonomes. Je suis à mon plus heureux quand je suis entouré d'une grande équipe et que j'envoie la rondelle. Comme vous dites, je passe la rondelle. Passe la POC? Oui, je passe la POC à mes équipes. Mais oui, mais peut-être que tu le feras demander. Tu sais, quand tu le dis, parce que ça veut pas dire qu'on va penser à toi si tu le dis pas. C'est bien clair. Mais je dois être réaliste aussi. J'avance en âge. J'ai pas d'attache professionnelle avec un diffuseur je comprends. Qui anime des soirées d'élection. Mais je l'avoue. C'est pour ça que j'appelle ça un fantasme professionnel. Oui, mais c'est correct, ça. Ça peut arriver. Tu sais, c'est pas un rêve inatteignable. Là. C'est pas un fantasme inatteignable. Là. Mais en même temps, je dis souvent, j'aurais été un mauvais politicien. J'aurais été un mauvais joueur de la joute politique ou de la game politique. Mais tu aurais peut-être eu ta personnalité à travers ça. Je ne sais pas si ça aurait été suffisant, mais j'aurais eu énormément le désir de servir, de changer les choses. Pas dans tous les secteurs. Le transport. Moi, je voudrais être ministre des Transports. Pourquoi? Parce que je suis pilote d'avion, parce que j'ai toujours été fasciné par les autobus quand j'avais 5 ans et j'ai encore ma boîte de perception des vieux autobus chez moi parce que j'en ai demandé une à la STM quand ils ont changé. Je faisais pas des fugues, mais des fugues acceptées par mes parents à 7-8 ans. Je prenais l'autobus à Duvernay, je m'en allais dans le métro. J'ai été un des premiers à voir Expo 67 parce que j'ai triché, j'ai descendu à la station Île-Sainte-Hélène quelques mois avant l'ouverture de l'Expo et j'ai réalisé que le métro arrêtait pour les travailleurs. Alors, j'ai sorti, je suis allé dans la station, j'ai vu le mini-rail, j'ai vu la biosphère. J'avais 9 ans. Ben oui. Alors, et je sais pas, j'ai une fascination pour les transports. Tu connais mon goût pour l'automobile aussi. Oui, mais qu'est-ce que tu ferais comme ministre des Transports? Qu'est-ce que tu voudrais? As-tu une heure de plus? Mettons la première chose, là. Si on disait t'es ministre des Transports, tu commences demain matin. Ben moi, je pense que je réglerais bien des enjeux contradictoires. Pour moi, l'avenir de la vie en société, c'est le transport en commun. Je n'ai rien contre le vélo, j'ai rien contre la voiture. J'ai un vélo et j'ai une voiture.
Mais moi, quand je sors de mon appart, quand je m'en vais en ville, ce qui me réjouit le plus, c'est que j'ai la station de métro. Je ne dirais pas laquelle, je ne veux pas dire où j'habite, mais j'ai la station de métro au pied de mon condo. Et j'adore. Mais je trouve qu'on a tellement une structure désuète, on a tellement retardé. Et je comprends tous les enjeux. Je comprends aussi la réalité municipale par rapport au provincial. Puis au Québec, c'est différent pas mal d'ailleurs. Ça vient beaucoup du Québec, hein, Marie-Claude. Alors, je peux comprendre que c'est un gros... Tu sais, des fois, Mme Guilbeault, là, j'ai de la sympathie pour elle parce que je trouve qu'elle a un ministère qui est épouvantable. Mais moi, ce serait vraiment mon premier souci, ce serait arrivons au 21e siècle. Tu voyages comme moi, tu fais les grandes villes, on les voit, les structures des villes américaines, des villes d'Europe. J'ai pas fait beaucoup l'Asie, mais l'Asie a même amené ça à un autre niveau. Et moi, je dis, on peut pas reculer la démographie, là. Non. On peut pas reculer sur l'explosion démographique. On devra toujours se déplacer. Et pour moi, le transport en commun, c'est aussi être réaliste avec l'hiver. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Et avec l'hiver, avec la société qui avance en âge, alors, je sais qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits. Mais ce serait ton cheval de bataille. Oui, ce serait probablement mon premier cheval de bataille. Est-ce que tu es prêt à passer au niveau jaune? Allons-y. Alors, tu les brasses, et là, tu vas m'en donner 4. Puis on va faire la même chose que tantôt. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Parfait. OK? Oui. Quel fut le prix à payer des absences occasionnées par le travail? Celle-là, je ne te répondrai pas, je suis jamais absent. Mais quand ta fille était jeune, oui? Dans ta vie? Non, j'ai même pas eu de congé de paternité. Michel est venu au monde... Attends, on va te les lire quand même. Okay. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? OK. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de ta famille et qui t'a manqué? On commence à être plus personnel. Ouais. Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans ta vie? Oh, là, on passe à une autre étape. Oui, niveau jaune. Écoute, c'est parce que si je réponds à le prix à payer des absences, ça va être plus une histoire qu'un aveu, parce que par la structure même de mon travail, Michel est venu au monde, puis une journée après, j'étais à Québec pour décrire un match de hockey. Elle est revenue à la maison, j'étais parti pour 10 jours avec le Canadien à l'étranger. Fait que tu vois, j'ai manqué... Par ma faute et ma très grande faute, j'ai manqué un match de hockey sur 3500 dans ma vie. Alors, je me suis jamais absenté de mon travail. Donc, c'est peut-être pas bon. Tu t'es absenté de ta famille. Parfait. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? OK, ça, je peux aller là. Qu'est-ce que tu as perçu de ma famille? Je peux répondre à ça avec tout le respect pour ma famille. Oui, tu peux y aller. Vas-y. OK. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de ta famille Se qui t'a faire manqué? dire « je t'aime ». Je suis de cette génération. Je suis de cette génération où on disait pas aux enfants « je t'aime ». Pas parce qu'on nous aimait pas. J'ai eu 2 parents aimants au possible. Et j'ai appris, puis je pense que si Paul était ici avec nous à la table, et ma sœur Joanne, je pense que les deux diraient qu'on a été extrêmement choyés d'avoir eu des parents très complémentaires. Mais vraiment complémentaires, à un point où on se demande si ça pourrait être un couple aujourd'hui. Mais le fond, c'était l'amour qu'ils avaient pour leurs enfants. Mais ils n'étaient jamais capables de le dire. Mais c'était ça, la génération. Et à quel moment de ta vie t'as réalisé que ça t'a manqué? Plus sur le tard que sur le tôt. Parce que, quand t'es enfant puis t'es adolescent, tu t'en rends pas compte. Puis après ça, tu te maries pour une première fois. Puis après ça, t'as tes emplois. Puis après ça, t'as un détachement. T'as un détachement, en fait, naturel qui te fait complètement oublier ça. Puis moi, j'étais entre deux. J'avais Paul comme aîné, qui était énorme dans la maison, puis j'avais ma sœur, parce que la petite dernière, c'était ma sœur Joanne. Et donc, l'aînesse était vraiment un facteur avec lequel j'avais de la difficulté à composer. Et Paul lui-même, des fois, je pense qu'il aurait souhaité pas être l'aîné.
il se mettait beaucoup de pression comme aîné Qu'est-ce de que la ça famille. t'imposait à toi? Qu'est-ce qui t'imposait, Paul, sans nécessairement le vouloir? Là? Paul imposait beaucoup D'abord, on partageait la même chambre. On avait une maison pas assez grande pour 3 chambres pour les 3 enfants. Alors, écoute, un lit côte à côte, Paul et Pierre, là, il n'y avait pas assez d'espace Vous avez dans la chambre. combien d'âge? 3 ans. 3 ans, puis 2 prénoms qui se ressemblent quand même. Écoute, ça, c'est pour ça qu'on nous a mêlés tellement toute notre vie. Je me fais encore appeler Paul tellement souvent. Alors, Paul, disons, c'est parce qu'il y a encore là, c'est 2 volets. Paul m'a amené souvent beaucoup de frustration parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de place pour moi. Et puis, mais souvent, probablement que c'était une perception de ma part et non pas la réalité. Mais Paul m'a amené aussi beaucoup de repères extrêmement importants. Souvent, j'étais admiratif de ce qui le faisait tiquer, là, de ce qui le rendait passionné. Puis souvent, je réalisais que j'avais la même passion. C'est pour ça que des fois, on dit on est comme des jumeaux séparés par 3 ans. Tu sais. Mais c'était parfois très, très, très étroit. Il n'y avait pas assez d'espace pour nous deux. Et donc, parfois, ça créait des tensions. On a 2 personnalités très différentes. Paul était plutôt introverti, était plutôt... dans sa tête. Dans sa tête, dans sa bulle. Moi, ça sort tout de suite. Et puis, ma sœur était un peu à l'écart de tout ça parce qu'elle était même pas... Elle avait sa chambre, elle. Elle avait ce privilège. Elle avait ce privilège-là. Mais en même temps, à 2 garçons dans la chambre, ils devaient avoir des avantages aussi. Oui. Il y a eu des grands fous rires. Et on a bâti notre carrière, là, sans s'en rendre compte. Dès qu'on a eu en cadeau nos petits radios transistors, là, on écoutait le AM, on écoutait le CKC, puis CJMS, puis CKVL, puis CKLM, puis on était fascinés par la radio la nuit. Des fois, on faisait semblant de dormir, puis à 00:01, on ouvrait nos petits radios. « Hey, il y a un animateur la nuit. » C'était George Whelan dans le temps. Oui, bien certainement. La voix de George Whelan. Oui. Puis là, on disait « Wow, il y a de la radio la nuit en direct, c'est fascinant. » Puis, donc, on façonnait un peu notre carrière aussi sans s'en rendre compte. Et donc, pourquoi on a fait tout ça? C'est que ma mère était... La verbomotrice dans la famille, c'est ma mère. Aline. Puis Aline, c'était une verbomotrice genre extrême. Et elle était très sensible, à fleur de peau, mais très rigide et aussi sur l'éducation, sur l'écriture, sur la conjugaison et tout ça. Et mon père, lui, un artiste. Mon père travaillait, lui, pour gagner sa vie. Alors, il était dans le service des achats d'une grande chaîne de quincaillerie, mais c'était pas sa passion, mais ça ramenait un salaire correct. Puis ma mère était retournée au travail quand on était très jeunes, donc elle était une pionnière, ma mère, pas mal. Donc, on avait un revenu des 2 qui nous permettait la petite maison de banlieue à Laval, à Duvernay. Mais les 2... Et donc, mon père, lui, c'était le saxophone puis la clarinette. OK, c'était un artiste, là. Oui, puis plusieurs l'ont vu en direct de l'univers dans différentes interventions. Mais il jouait à la maison, vous entendiez cette musique-là aussi? Moi, le plus lointain souvenir, c'est mon père qui joue du saxophone. Mon souvenir auditif, là, ou de la clarinette. Donc, c'était une maison où il y avait de la joie, quelque part? Ah oui, il y avait beaucoup de joie, mais il y avait de la joie, mais il y avait l'autorité d'Aline qui ramenait les choses un peu à l'ordre, qu'on trouvait un peu contraignant, là, parfois, mais c'était sa personnalité. Et si tu fais la somme de tout ça, c'est merveilleux, parce que on nous a souvent reconnus pour la qualité du français. Moi, j'aime dire, pour l'amour du français, je trouve que je fais mon métier dans la plus belle langue au monde, y compris celui de décrire le hockey, mais que mon père nous a ouvert nos ailes sur tout le côté profond du métier d'artiste, parce qu'on est des artistes. Mon père était un amant de la politique, de l'histoire. Il voyageait pas beaucoup, mais il voyageait beaucoup par les reportages, les documentaires, par le National Geographic. Et mon père s'assurait qu'à tous les soupers de famille, on parlait. Au lieu de se faire dire « taisez-vous », parce qu'on vient de cette époque-là, au lieu de se faire dire « vous parlez pas en mangeant », mon père, c'était « vous parlez ». Puis ce soir, on parle de ceci, on parle de ça, et puis donc de tout ça, on a façonné notre personnalité. Je dis « on » parce que c'est beaucoup Paul, et ma sœur aussi, qui est moins connue, mais Paul et moi, on a beaucoup puisé notre passion pour les Jeux olympiques et pour l'aviation, et tout ça a été nourri par mon père, et tout ça a été bien encadré par Aline. Alors, je sais que je réponds quasiment à l'envers à ta question, parce que là, je raconte tout ce que j'ai eu comme enfant, comme enfance. Mais je pense que parfois... Mais entendre le mot
Ouais. On voit que t'es pas le premier là, qui parle de ça au micro, d'entendre ces mots « je t'aime ». Ouais. Quand on ne les a pas entendus, il y a un moment donné, ça nous rattrape dans la vie. Ça nous rattrape. Et il y a des fois où j'ai eu une friction. Il y a une fois, entre autres, où j'ai eu une friction avec mon père. Puis je l'ai défié. Évidemment, un peu de vin, ça aide, là. Et je l'ai défié en disant, ben, tu me l'as jamais dit, puis dis-moi-le. Puis là, j'ai réalisé que je l'avais bouleversé. Il s'en rendait même pas compte, dans le fond. Tu sais. Et là, le lendemain, j'ai dit, aïe, écoute, je comprends tout ça. Et dans les dernières années de sa vie, où on s'en occupait, parce qu'Aline avait quitté quand même il y a quelques années, dans les dernières années de sa vie, on en prenait soin beaucoup. Il était encore à la maison familiale. Il refusait de quitter la maison. On se le disait beaucoup plus souvent. Mais on se l'est toujours dit avec des pincettes, tu sais, parce que, je sais pas, cette maudite mentalité des parents des baby boomers, c'était comme, on n'avait pas le droit de le dire. C'était un signe de faiblesse, de vulnérabilité. Et alors voilà. Mais je pense pas être seul, comme tu dis. Hein? Non, mais dis-moi, quand tu as une fille, Michel, est-ce que tu es capable de lui dire « je t'aime » ? Je l'inonde. Je l'inonde même à un point où même ma blonde actuellement, Lynn, des fois, elle dit, ben là, t'es pas obligé de le dire 12 fois dans les 2 heures, dans les 2 heures de l'après-midi. C'est vrai, mais je réponds toujours, mais à chaque fois que je le dis, je le pense. Mais en même temps, il y a quelque chose, tu sais, des fois, on exorcise ce qu'on n'a pas reçu. C'est une façon aussi de faire écho à ce que tu n'as pas eu. Exact. Et encore là, je veux qu'on me comprenne très bien. Je n'ai que du bonheur de mon milieu familial. J'ai été gâté. On a été vraiment... on a été gâtés probablement parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour être trop gâtés. Tu sais, Paul et moi, là, et ma sœur, on a passé la presse sur la rue Champlain à Duvernay pendant des années. Parce que Paul et Aline nous avaient dit, Paul Senior et Aline nous avaient dit, on a un peu d'argent pour votre éducation, pour vous habiller, pour vous nourrir. On va faire un voyage par année, mais les plaisirs de la vie, vous allez contribuer. Si c'est des plaisirs familiaux, et pour vos plaisirs personnels, vous allez vous les payer. Alors moi, j'ai un revenu depuis que j'ai 6 ans. Et tu as contribué à la... Mais ça, c'est bon! On a même acheté des pneus neufs pour aller à Cape Cod. Paul et moi. On a même acheté une souffleuse, Paul et moi, avec nos économies. Wow! Ouais, mais en même temps, c'est de l'économie familiale appliquée. Je dis pas, mais Joanne aussi. Si non, mais ce que je veux dire, c'est de l'économie familiale appliquée. Oui. Tu sais, comment voir comment ça coûte, comment il faut travailler, exactement. Combien ça coûte ça, tu sais. Oui. Bon, je vais te poser cette question-là. Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans ta vie? Oh, le plus grand défi. Probablement passer à travers les 6-7 dernières années. Puis je ne veux pas donner de détails sur certaines choses, si tu me le permets. Bien, certainement. Je ne donnerai pas de détails sur mon divorce. Parce que... Ça t'appartient. Parce que Michel est... De toute façon, cette union-là a eu un grand succès, c'est Michel. Qui est une merveilleuse fille, qui est une merveilleuse jeune femme. Qu'on connaît grâce aux réseaux sociaux aussi. Oui, beaucoup. Et puis, elle commence à être assez visible dans les médias traditionnels. Mais il faut le dire quand même, elle est médecin, ta fille. Médecin spécialiste en santé publique. Elle a choisi la moins sexy des spécialisations ou des spécialités parce qu'elle y croit depuis qu'elle est entrée en médecine. Alors... peut-être la future ministre des... Oui, peut-être la future ministre de la Santé. Oui, mais elle est devenue comme une incontournable aussi. Oui, ben c'est pour ça que je veux m'en tenir à ça. L'union que j'ai eue avec sa mère a donné une femme exceptionnelle, une jeune femme exceptionnelle qui est une fille, d'abord et avant tout, parfaite. Je dis souvent, je suis le père le plus chanceux sur la Terre, mais je sais aussi que pour la société, pour les gens, elle va faire la différence comme elle le peut, mais elle veut faire la différence et elle le fera. Mais ça a été, sur le plan personnel, extrêmement difficile, extrêmement lourd à porter. Et dans cette foulée-là est arrivé le décès de mon père en mai, il y a 2 ans. J'étais à Las Vegas pour le hockey et tout semblait bien aller pour Paul Senior.
au point où j'ai baissé mes gardes, je suis allé voir le spectacle des Beatles du Cirque du Soleil, Love. Et quand je suis sorti, Paul Junior m'appelait pour me dire qu'il donnait ses derniers souffles. Et ça m'a énormément bouleversé, ça m'a matraqué parce que d'abord, on ne le voyait pas venir. Mon père, on avait commencé à se dire « je t'aime ». Et en même temps, mais on s'est toujours aimé, là, on se comprend. Oui, je comprends, mais c'est le nommer. Oui, et puis, mais je me sentais tellement loin, Marie-Claude. Mais c'est loin aussi, c'est 5 heures d'avion. Mais tu n'as pas le contrôle, tu peux pas embarquer dans ta voiture immédiatement. Mon premier réflexe, je disais à Paul, je prends un vol de nuit, je m'en viens. Mais il dit, pourquoi tu ferais ça? Il est décédé. Tu as un match à décrire demain, RDS ne peut pas te remplacer. C'est vrai. Alors, j'ai passé la nuit blanche au complet. Je suis allé chercher une bouteille de vin blanc à la boutique en bas. Ma fenêtre donnait sur les pistes de l'aéroport de Las Vegas. Et j'ai regardé les avions, j'ai regardé l'aéroport toute la nuit. J'ai dormi quelques heures, je suis allé décrire le match. Et quand je suis revenu dans l'avion, nolisé, j'ai baissé mes gardes. Et là, j'ai éclaté. Et Dieu merci, le personnel de bord, ils deviennent des amis parce qu'on les a à répétition à chaque 2 ans. Et ils m'ont pris un peu sur leur épaule. Marc, mon partenaire, Marc Denis, était mon voisin. Et ça a été vraiment une douleur instantanée, là, puis un éclatement d'émotions instantané. Et là, 1 an après, arrive le départ de Paul, qui, lui, est complètement différent. C'est une peine quotidienne, mais il n'y a pas de violence. Mais c'est un chagrin quotidien, c'est un deuil quotidien, ce sont de petits détails qui me manquent, des petits moments, parce qu'on se fréquentait pas, hein, je veux dire physiquement, on avait des vies tellement différentes, tellement opposées, et des personnalités aussi tellement différentes et opposées. Mais on s'aimait beaucoup, tu sais. Mais encore là, on se le disait pas. On se le disait pas entre frères et sœurs non plus. Alors, ça a été extrêmement difficile. Puis est arrivé le baume. Enfin, est arrivé un moment où un baume s'est installé sur tout ça. Puis je suis un petit peu croyant. Mais c'est correct. Et là, je me suis dit, bon, ben, Aline puis les 2 Paul, ils voient là, que j'en arrache. Alors, sont arrivés des moments heureux dans ma vie, dont l'appel que j'ai eu de notre association, que j'allais être admis au Temple de la renommée du hockey. Et quand notre président nous a téléphoné pour me dire ça, j'ai éclaté en sanglots. Il dit, de joie, j'espère. J'ai dit oui, mais j'ai dit, la première personne à qui je viens de dire merci, c'est à Paul Junior. Parce que vers la fin de sa vie, il était devenu probablement mon meilleur promoteur. Parce que, tu sais, on était des rivaux professionnels, oui. Paul et moi, que tu le veuilles ou non. On courait après le même nom, Pierre et Paul. Tu sais, si je m'étais appelé Jean-Jacques, au moins. Oui, mais je sais, c'était quand même confondant, là. Oui. Pierre et Paul dans le même univers, mais pas pour la même équipe, on dirait ça en guillemets. Oui. Mais bref, c'est cette année-là, puis je me tourne vers mon agent, Sylvain, qui est devenu mon ami. Sylvain pourrait le dire. J'ai été souvent à la dérive. Puis je vais te l'avouer, j'ai consulté. On devrait tous le faire, incidemment. Exactement, oui. Quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance depuis plusieurs années. Mais ça m'a quand même demandé... aussi beaucoup de force intérieure. Puis oublie pas, on est en direct à tous les 2 jours. Puis quand t'as le cœur en 1000 miettes, quand t'as le cœur plus qu'en 1000 miettes, t'as le cœur qui fait mal. Puis là... tu dois décrire un match de hockey comme si c'était le 7e match de la finale de la Coupe Stanley, parce que c'est ça ta responsabilité. Je ne sais pas comment, mais je pense y être bien parvenu. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis « OK, je dois consulter » ? Parce que ça déborde trop. Parce que tu as l'impression que tu perds le contrôle. Puis c'est pas seulement de l'agressivité, puis c'est pas seulement dans la vie de couple et tout ça, parce que oui, ça amène évidemment des tensions inévitables. Mais moi, c'est surtout d'avoir vécu au début cette espèce de douleur interne que je connaissais pas, mais ça faisait mal pour vrai, là. Et là, tu te dis, je m'en sors comment? Oui, tu as des amis. Sylvain était là. Mes bons amis d'enfance que je fréquente encore, ils étaient là. Mais c'est pas suffisant. Tu sais, souvent... Tu sais, un couple, là, ça peut pas être le psychologue.
un conjoint, ça peut pas être ton psychologue. Puis tes meilleurs amis peuvent pas être tes psychologues non plus. Parce que quelque part, il y a un biais. Il y a un préjugé. Mais le consultant, lui, il a la compétence, puis il a la neutralité. Et puis, alors, ça me fait grand bien. Mais je dirais que c'est un ensemble de facteurs qui m'ont permis de m'en sortir. Mais vraiment, là, parce que ta question, et j'y reviens, le moment où j'ai été le plus vulnérable dans ma vie, ça a été vraiment, dont je suis sorti, ça a été vraiment cette période là, qui va peut-être sur 5 à 7 ans. Et je vais ajouter, sans trop donner de détails, c'est que souvent, le malheur ou l'échec vient un peu malgré toi. En fait, tu penses que ça vient malgré toi. Alors que c'est pas vrai. T'es lié, hein? T'es lié à l'échec d'un couple, t'es lié à l'échec d'une relation d'amitié, t'es lié à un échec professionnel. Mais souvent, tu le vois pas venir, puis t'as l'impression que t'as aucun repère pour expliquer la douleur que t'as. Tiens, là, je te l'explique bien. T'as le moment où t'as plus aucun repère pour comprendre pourquoi t'as aussi mal. T'appelles un psychologue ou un psychiatre. Et toi, t'as trouvé ton repère. Oui. Oui, mais ça a été long. Je commence à peine à me sentir bien. Sylvain me le dit récemment, il dit « Wow, t'es méconnaissable ». Mais ce furent des années difficiles, des années inquiétantes aussi. Et je répète, pas seulement un événement, la chaîne d'événements. Oui, c'est ça. C'est un amalgame de choses. Dis-moi, est-ce que tu étais à jour quand Paul est décédé? Est-ce que tu étais à jour avec lui au niveau relationnel? Ah oui, je l'étais. Ben, tu sais, oui, je l'étais avec le recul. Mais le premier réflexe qu'on a, c'est « j'aurais donc dû. » Parce que Paul a été hospitalisé plusieurs semaines avant la grande opération au cerveau. Parce que bon, vous connaissez l'histoire. Paul est décédé. Et j'en ris. C'est pas parce que c'est drôle, c'est tellement fou. Il est décédé de causes complètement détachées de ce qui l'avait amené à l'hôpital. Alors, Paul avait une masse vraiment énorme au cerveau, à la tête, qui était probablement bénigne. Mais parce qu'il commençait à ressentir des symptômes au niveau de l'équilibre, au niveau de la perte d'équilibre, je devrais dire, et tout ça, on l'avait hospitalisé pour éviter qu'il se fasse mal, carrément. Donc, il a passé des semaines à Cité de la Santé à Laval. Puis là, j'allais le voir de temps en temps. Et puis, Paul était Paul à son mieux. Bougonnet, mais c'était tordant. Puis là, je partais à rire. Puis là, c'est pas drôle. C'est tellement... c'est tellement drôle. Ah, puis là, il fumait encore. Là, je l'amenais dehors. Puis là, il allait fumer sa petite clope. Puis après ça, il remontait. Puis là, il était avec sa jaquette. Puis il avait de la misère avec sa jaquette. Paul était vraiment à son mieux dans ce que Paul est. Et puis là, j'ai passé du temps avec lui. Puis là, son fils Carl venait nous retrouver. Puis là, on allait à la cafétéria ensemble. Et puis, bon, mon petit regret, ça a été que 2 semaines avant l'opération, j'ai pas pu le voir. J'étais avec le Canadien à l'étranger. Et puis, est arrivée la grande opération qui, de l'aveu de son chirurgien, a été un grand succès. Alors, j'ai comme baissé mes gardes, là aussi, jusqu'à temps que j'apprenne qu'il était décédé, 1 heure avant d'aller décrire un Grand Prix. J'étais dans l'auto, je m'en allais à RDS, et son fils Carl m'appelle en disant « Paul est mort ». Je dis « Oh, OK ». Et là, donc, pour revenir à ta question, est-ce que j'étais bien avec moi-même à ce moment-là? Oui, il y avait une partie du travail qui avait été fait. Et je les ai tous gardés, le nombre incalculable de courriels débiles qu'on s'est envoyés jusqu'à sa mort. Probablement que, pour conclure, je vais les ressortir un de ces jours, puis je vais être tordu de rire, puis je vais rouler par terre. C'est ça que Paul souhaiterait. Et je vais te dire où j'ai été convaincu que j'étais en paix avec son départ, c'est que récemment, dans le temps des fêtes, ils ont rediffusé plusieurs séries des Boys, plusieurs films des Boys. Ouais. Et dans les Boys 3, moi, j'ai un caméo avec mon partenaire Pedno à l'époque. Et j'étais incapable de déclencher l'enregistreur. J'ai appelé Sylvain. Sylvain, je devrais-tu le regarder ou non? Ben, Pierre, oui, mais tu sais, c'est ta décision. Là, j'appelle Lynn. Lynn, je suis pas capable. Ben, c'est ta décision.
Finalement, j'ai appelé le producteur des Boys, Richard Goudreau, qui est devenu un bon ami au fil des années. Richard, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? J'ai dit, t'es probablement celui qui va me faire décider si je regarde le film ou non. Et là, on s'est parlé pendant 15 minutes, puis 20 minutes. Puis on a éclaté de rire sur bien des choses. Puis j'ai actionné la télécommande et Paul a une scène complètement psychotronique au début du film. Et j'ai éclaté de rire au lieu d'éclater de peine ou de larmes. Et là, j'ai fait, bon, je suis en paix avec ça. Et il est à côté de moi, puis il est à la bonne place dans ma vie. Wow, c'est beau, ça. C'est beau. C'est que tu as des gens autour de toi. Oui. Oh oui. C'est ma croyance. Moi, c'est ma croyance. Oui, moi, je trouve ça... Ah, tu vois, on a dépassé de 4 minutes, mais le lien que j'ai avec ma mère, c'est 11h11. Et tu n'as pas d'idée combien de fois, bang, en pleine face, il est 11h11. Et là, tu penses à ta mère. Cadran. Non, je dis, allô, Aline. Je dis ça carrément. OK, tu dis... Allô, Aline. C'est fou, mais c'est comme ça. Mais moi, c'est quand je vois des plumes. Tu vois? Je parle à ma mère. Donc tu comprends ce que je veux dire. Ah, mais complètement. Ouais. Puis, tu sais, on en parle souvent ici dans le podcast de la mort et des signes. Puis, tu sais, la conclusion, c'est si ça nous fait du bien. Oui. Prenons-le. Voilà. Puis ça nous met en contact avec ces gens-là qui ont fait partie de notre vie puis qui sont encore là. Tu sais, tout ce qu'ils nous ont laissé. Il y a quelqu'un qui dit... Je lisais à un moment donné, quelqu'un qui disait à sa mère, avant, je voyais, t'es pas à côté de moi, maintenant, tu es en moi. Tu sais, tu participes à tout ce que je décide. Voilà. Je trouvais ça beau aussi. C'est maintenant, je te porte. Tu sais. Oui. Bien, pour moi, c'est pour ceux qui restent, c'est la seule façon pas de gérer, c'est la seule façon de vivre. Avec la douleur. Avec aussi, la douleur. Ouais. Et éventuellement... Et bon, je sais que ça fait partie du discours religieux, puis j'ai toujours été de ceux qui n'ont jamais acheté le concept de la religion, l'acheter au sens très fabriqué du terme. Mais je pense qu'il y a quand même quelques valeurs importantes dans tout ça, dont celle-là. Niveau rouge. Pierre. Oh, ça, c'est comme les feux rouges. Tu vas m'en donner 3. Et là, c'est rouge comme la passion. Oui, c'est rouge comme ça devient personnel. OK. Et là, tu vois, je vais te les lire. Tu vas juste en choisir. Genre, je vais pas en choisir dans le niveau rouge. Tu répondras à une seule question. D'accord. Là, peut-être que tu viens de répondre. Que représentait Paul dans ta vie? Peut-être que tu as d'autres choses à dire là-dessus. As-tu négligé certains aspects de ta vie? Quelle est ta plus grande source d'insécurité? Je pourrais presque répondre je pourrais presque avoir une réponse qui fait le lien avec les trois. Vas-y, c'est ton jeu. Ouais. Mais Paul, je viens d'en parler beaucoup. Oui, c'est... Mais dans le fond, Paul a été, et je pense que je l'ai été pour Paul, Paul a été mon plus grand stimulant dans ma vie. Et je pense avoir été, modestement, un très fort stimulant pour Paul. Et parce qu'on l'était, on réglait une partie de l'insécurité qu'on pouvait avoir. Et si j'avais à changer des aspects de ma vie, ce serait, Garneau me l'avait suggéré en 2012, de cesser d'être insécure à outrance, mais je pourrais répondre très bien ce que j'ai négligé dans ma vie. Alors, tiens, j'ai touché un petit peu, j'ai un petit peu touché à ceux-là. L'insécurité, que veux-tu? La plus grande source d'insécurité, c'est mon métier, Marie-Claude. C'est un métier que tu exerces. Depuis combien de temps, toi? Ce métier-là, depuis 2009. Tu vois, quand même, c'est pas rien. Ça fait 16 ans. Moi, c'est depuis 75. J'ai un diplôme des HEC, j'ai été patron à la radio, j'ai dirigé le Grand Prix du Canada en 85 et 86. Rythme FM, c'est un peu mon travail de consultant qui est passé de CFGA à la Rythme FM, mais personne ne le sait. Donc, mais le métier de communicateur, je le fais depuis 75. Donc, ma plus grande source d'insécurité, c'est mon métier. Et quelque part, je trouve que c'est presque rassurant et presque stimulant. Parce que se tenir pour acquis à 100%, j'ai tellement peur que ça m'arrive un jour que je pense que je vais prendre ma retraite. Ça, t'as pas le choix d'être un peu au bout de ta chaise. Tout le temps. Dans ce métier-là. Tout le temps. C'est parce que c'est de la négociation constante. C'est savoir si on va renouveler, est-ce qu'on sera appelé, est-ce que...
Et en plus, c'est un travail que tu sais pas ce que tu t'en vas faire non plus à chaque fois. Exact. Tu vas décrire un match, mais quel match? Tu le sais pas Mais d'avance. je pense que la première source d'insécurité, elle se situe derrière les caméras qui nous captent présentement et elle se situe derrière les haut-parleurs qui nous écoutent présentement. Pour moi, c'est une insécurité presque saine. Certains appelleront ça la nervosité, d'autres appellent ça le trac. Moi, je préfère dire que c'est le trac. Donc, à toutes les fois que tu parles au micro, tu penses aux gens qui sont en train de t'écouter. C'est un premier réflexe que j'ai et c'est pas pour bien paraître. Je le jure, ce n'est pas pour bien paraître. Tu veux être à la hauteur. Qu'il y ait 5 téléspectateurs ou qu'il y en ait 500 000, j'ai toujours pensé que si une personne t'accordait son temps discrétionnaire, cette personne-là mérite 100% de toi-même. Et 100%, c'est dans la forme et dans le fond. Je suis de cette école de radio. C'est tellement important. Un jour, Carl Tremblay parlait des Cowboys fringants, puis il disait, au début, quand on a commencé, nos salles n'étaient pas pleines. Mais nous, on chantait pour ceux qui étaient là. Voilà. On chantait pas pour les bancs vides. Et qu'il y a eu 12 personnes, puis à la fin, les salles étaient pleines, on faisait le même spectacle parce qu'on le fait pour ceux qui sont présents. Et ce que tu dis, je trouve qu'il faut s'en rappeler dans tout ce qu'on fait dans la vie. Parce que des fois, on voit les chaises vides avant de voir les bancs qu'il y a quelqu'un assis dessus. C'est tellement bien dit, la façon dont tu le présentes. Et d'ailleurs, j'ai fait des choix professionnels, moi, qui allaient dans ce sens-là. Quand j'ai accepté RDS en 89, j'avais enfin été embauché par le service des sports de Radio-Canada, qui était un grand rêve de Paul et ou de Pierre. Et j'y étais en 88. Et j'ai rapidement compris que c'était peut-être pas la bonne direction. Et en même temps, j'étais un peu comme le petit nouveau. Puis je me voyais pas comme le petit nouveau. Je me voyais très bien capable de décrire le hockey, très bien capable de décrire la F1. Mais qu'est-ce que tu veux? Les Kenville, Pagé et compagnie étaient là. Ouais. Et c'était tout à fait normal qu'eux soient avant moi. Et d'ailleurs, ils ont tous été ou sont tous encore de très bons amis. Mais quand RDS est arrivé, tout le monde disait ça va durer 6 mois. On ne peut pas avoir un réseau francophone de sport 24 heures par jour au Québec en français. C'est impossible. J'ai fait le saut parce qu'on m'a offert d'écrire le hockey. Et je me disais, je vais voir. Et là, mon instinct de pilote est sorti. J'aime mieux être capitaine dans un petit avion usagé qu'être agent de bord dans un gros avion moderne qui vole bien. Et ça a été un peu ma réflexion. Et Paul Senior, quand je l'avais consulté, il m'avait dit, tu vas voir, Pierrot, un jour, tout le sport, tout le hockey va être à RDS. Mais il avait eu raison. Ton père avait raison. C'est incroyable, hein? Puis RDS, c'était même pas au monde. Et effectivement, on a eu l'exclusivité du hockey pendant quoi, 10-12 ans. Et donc, mais l'insécurité, bref, c'est une réalité quotidienne pour moi. Est-ce que tu es encore insécure face à ça? Bien sûr. Dans 1 an et demi, les droits de diffusion du hockey sont à renouveler. Enfin, sont terminés. Qui en aura plus que moins? Qui en aura pas? Qui va en avoir? Et mes propres contrats professionnels vont de pair avec ça. Mon autre propriété, la F1, tout est à renégocier dans 1 an. Et donc, mes propres contrats vont de pair avec ça. Mais ce qui va de pair aussi avec ça, c'est est-ce qu'on veut encore de moi? Est-ce que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent veulent continuer à nous faire confiance? Est-ce qu'on peut aller à l'encontre d'un phénomène qui se résorbe peut-être un peu, mais qui a été assez à la mode récemment, c'est l'âgisme. Et est-ce qu'on peut aller à l'encontre de ça? Pas 100%. Il faut accepter son sort, il faut accepter la fatalité, comme on dit, professionnelle. Mais moi, ça me stimule. J'ai appris à en être stimulé pour travailler plus fort, pour rester à jour, pour comprendre ce que l'auditoire plus jeune veut avoir. Et donc, l'insécurité, quelque part, me sert. Ouais. Me sert de nourriture quotidienne. C'est un stimulant, quelque part. Ton insécurité, tu l'as transformée. De travailler encore plus fort. Oui. Ouais. J'aime ça, ce que tu dis, parce qu'il faut se renouveler. Oui. Il faut être curieux. Moi, tu sais, je trouve que l'âge, tu sais, souvent, on parle en termes d'âge, mais il reste que on peut, pour moi, être un vieux jeune. Ah, bien sûr.
C'est la curiosité de qui on s'entoure, justement être sur le bout de sa chaise, puis être allumé par ce qu'on fait. C'est ça, vivre. C'est ça, je trouve, se renouveler aussi. Oui. C'est pas non plus prendre pour acquis que ce qu'on a fait, ça s'arrête là, puis on va continuer toujours à le faire de la même façon. Exact. Puis tu sais, en plus, au niveau des communications, la télé, tu sais, ça change. Les exigences ont évolué aussi. Tu sais, maintenant, on a les plateformes numériques. Ce qu'on avait, tu sais, il y a beaucoup de façons de nous regarder, de nous écouter. Et si on veut justement se renouveler, ben il faut être conscient de tout ça. Tu sais. Et pour terminer, tiens, ta trilogie. Oui. Probablement que de m'être concentré beaucoup sur ça m'amène à mon seul regret. C'est de ne pas avoir assez pris de temps pour moi et me connaître moi-même. J'ai fait plein de choses qui m'ont passionné. J'ai ma licence de pilote. Je ne pilote plus parce que j'ai pas de temps, c'est trop difficile. Mais j'ai quand même 400 heures de vol. Incroyable. J'ai fait de la moto. J'ai joué au golf. Mais en même temps, j'aurais aimé ça peut-être avoir plus de temps pour vraiment dire, OK, qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me libère vraiment? Qu'est-ce que je peux continuer à faire jusqu'à la fin de mes jours ou presque? Peut-être que j'ai manqué un peu à ça, de prendre du temps pour moi. Ça veut dire du temps qui n'est pas alloué déjà d'avance? Exact. Et pour mieux me connaître. Parce que tu avais un agenda. Et j'ai encore le même agenda. Mais c'est correct, j'y arrive tranquillement. T'en prends connaissance? Je recommence à jouer au golf. J'espère que mon caractère s'est amélioré. J'en suis convaincu. OK. Est-ce que tu es un joueur de golf, un mauvais coup, tu t'en souviens sur le deuxième, sur le troisième? Qu'est-ce que Garneau me disait à Londres? Arrête d'être aussi sévère envers toi-même. Alors, je vais essayer de l'appliquer au golf. Tu sais, moi, j'ai joué longtemps au golf avec Jean Lapierre puis Nicole. Tu sais, j'ai commencé avec Jean et Nicole. Puis, tu sais, Nicole et Mario, c'était deux compétitifs. Jean puis moi, on se demandait où est-ce qu'on allait manger après. Tu comprends? Oui. Ben, c'est probablement là où je m'en vais, Marie-Claude. Probablement que là, avec l'âge, probablement que je vais devenir encore plus ce genre de golfeur. Et que j'ai hâte au 19e trou. Oui, c'est ça. Ben, où est-ce qu'on va aller manger? Tu sais, nous autres, c'était comme le plaisir. Puis là, ben, t'avais les deux autres qui fouillaient dans le bois pour trouver leur balle. Puis Jean, il disait, bon, on met ça dans notre poche. Tu sais, je veux dire, Jean m'a vraiment appris au golf à dire, regarde, un mauvais coup... tu te reprends sur l'autre, tu l'oublies. Et je trouve que la vie, on dirait que c'était comme une leçon de vie parce que c'est vrai qu'au golf, tu peux porter tous tes trous, les accumuler. Même le bon, tu le vois plus à la fin. Alors nous, on finissait toujours heureux. On retenait au moins un trou qui avait bien... Mais il était vraiment meilleur que moi, Jean. Mais en fait, là. je pense que je vais t'inviter à une de mes premières rondes au printemps. Peut-être que tu seras ma thérapeute de golf. C'est ça, mais si t'en as des plus rigides, je vais leur taper ses nerfs. Tu comprends? Ça fait que... Mais moi, j'ai appris, on dirait, du golf, de voir les personnalités. Bien sûr. Hein, la performance, performer par rapport à soi, parce que t'es dans un lieu enchanteur, idyllique. Pendant 5 heures, tu te promènes sur un terrain. Puis finalement, ta petite balle qui va pas à la même bonne place parce qu'il y a du vent, parce que t'as pas pris le bon bâton, peu importe, fait en sorte que tu deviens en maudit sur le terrain. Et très souvent, t'as tout ça parce que tu penses que les autres se font un souci, alors que les autres golfeurs s'en foutent carrément de ton match. Et ça, on me m'a dit souvent, Pierre, arrête de te flageller. Tout le monde s'en balance de ton jeu. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Alors, on s'en fait pour rien, mais c'est comme ça. T'as raison, la personnalité ressort. Ouais, tu sais comment Mario, il était très il est très performant pour lui-même. Mais quand j'ai commencé à jouer, tu sais, il avait joué depuis qu'il est tout petit, qu'il jouait au terrain à Kakuna, pas moi, tu sais. Puis des fois, c'était un petit peu plus long. Tu sais, la balle, elle restait sur le tee au départ. Tu comprends? Oui. Ça fait que des fois, je venais comme un peu en maudit après moi, puis il me disait, hey, t'as payé la même chose que les autres. Bon, ils vont juste attendre. Bon. Ça fait qu'il m'a comme dit, non, tu prends ta place. Puis après ça, Jean m'a appris, non, un bon coup, retiens ça. Même si t'en as fait 17 mauvais, t'en as fait un bon, on va célébrer ça ce soir. Lynn est comme ça. Lynn est une golfeuse comme ça. Et c'est vous qui avez raison. Bon, ça s'applique dans la vie aussi. Oui, c'est vrai. Faut célébrer quand il y a quelque chose de positif. Voilà. Alors, vous connaissez maintenant mon défi qui m'attend. Je fais mon grand retour au jeu ce printemps. Le grand défi qui m'attend, c'est d'apprécier mes bons coups. Oui, puis d'apprécier d'être sur un terrain de golf. Oui, je veux dire, c'est quand même une chance incroyable de prendre une journée en nature dans des lieux paradisiaques. Vrai, c'est tout à fait vrai.
Alors, ça, on l'oublie des fois. OK. Bon, ben je vais partir OK. avec ta carte. Ben ouais, je vais la c'est mettre ça. dans mes poches. Ben oui, tu partiras avec le jeu au complet. On est rendu au niveau Eros et compagnie. Oh. Tu vas m'en donner 4 sur 5 et tu vas en choisir une. Je t'en donne 4. Ouais. 1, 2, 3 et 4. Alors, la semaine dernière, j'étais au 80, chez Cogeco, puis il y avait il y a un mur en hommage à Jean Lapierre. Toutes les fois que je passais devant, ça me faisait quelque chose. Là, ça me rappelait tellement de Je souvenirs. réalise que de plus en plus, je m'adresse à mon équipe de production en leur disant « Salut, salut ». Ah, ouais. Le Tu te rappelles qu'il disait ça? Salut, tellement. C'était notre... Je réalise que je fais... Et j'ai été particulièrement sensible à ces dernières heures parce que je suis pilote moi-même. J'ai comme beaucoup... j'ai été doublement affecté par sa mort tragique parce que Jean était surtout ami avec Paul, mais Jean était un grand habitué de la Cantina, le restaurant qui est fermé aujourd'hui. J'allais beaucoup là. Jean était là, Martineau, Sophie, et ainsi de suite. Bon. Donc, on avait créé comme une espèce de collégialité. J'aimais beaucoup Jean Lapierre. Mais j'ai connu beaucoup Paul à cause de Jean. Bon, tu vois. Parce que Jean, moi, je l'ai connu jeune en politique. J'avais 21 ans quand j'ai connu Jean. Ça n'est un autre, comme ton mari, comme bien d'autres. Si tous ces gens-là avaient réussi à persister en politique, peut-être que je serais allé avec eux autres. Ah ouais. Ouais. Wow. Moi, je pense à des gens vrais. Ouais. J'ai connu Mario, tu sais quand? Non. On était voisins de siège d'église aux funérailles de Maurice Richard. Oh. Et j'étais déjà un grand fan de Mario parce que je croyais qu'on avait besoin d'une troisième voie politique au Québec. Pragmatique, rationnelle, rassembleuse, jeune. Et mon Dieu que je trouvais que c'était le chef idéal. Et on avait partagé un peu, autant que faire se peut. C'était quand même un moment triste et solennel, quand même, la célébration des funérailles de Maurice Richard. Et quand on se croise encore aujourd'hui, on se rappelle de ce moment-là. Puis je lui avais dit, je suis complètement de votre côté. Parlons-nous éventuellement. Puis bon, la vie, dans le fond, a amené des gens de grands talents en dehors de la politique, et c'est correct, et probablement que c'était correct pour ces gens-là. Mais des fois, je me dis, s'ils avaient tous pu rester là, s'ils avaient tous pu faire partie de notre vie plus longtemps, on aurait probablement un monde meilleur. Ça a passé proche aussi. Ouais. Il y a eu quand même des rapprochements. Bien sûr. Oui. Alors, niveau Eros et compagnie, quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Que fais-tu pour séduire l'autre? Quel rôle joue l'intimité émotionnelle dans ta relation avec ton amoureuse? Bon. La marque finale est donc Marie-Claude 1, Pierre 0. Veux-tu qu'on regarde la dernière? Vous regardez le volet Eros et compagnie de ce balado. Est-ce que tu veux que je t'en lise une autre? Dans quelques instants, le mot de la fin. C'est drôle. Ça, c'est la première fois. Je vais te faire quand même la dernière. On va tout ouvrir les cartes. Elle n'est pas supposée être là. C'est quoi? Est-ce que vous parliez ouvertement de la sexualité au sein de ta famille? Ben non. Ça, tu peux tout de suite... Ça, c'est trop facile. Tu peux tout de suite envoyer ça. Bon. Non, on avait de la misère à se dire « je t'aime », imagine-toi. Quand ma mère a découvert mon premier Playboy, je te dis que j'en ai mangé toute une. Bon. Ah ben tiens, quel souvenir que je garde de ma première fois? Merveilleux. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Ben la porno m'a tout apprise. Okay. Ah tiens, je vais aller sur celle-là. OK, quel rôle joue pour séduire. OK, pour séduire. Oui. OK, que fais-tu pour séduire l'autre? J'utilise ma voix. C'est vrai? Oui. Cette voix-là, grave. Ben non, là, je l'exagère. C'est pour les fins de. C'est pour ben oui, les mais fins quand de même, ton, je me disais peut-être que quand tu arrives à la maison puis tu parles comme ça, il y a comme un. Ben ça veut dire quelque chose? Parce qu'on me l'a tellement dit souvent, à un point où des fois je dis j'ai-tu l'air pas pire aussi, tu sais? Non, mais ça vraiment, je sais que c'est un outil de travail, mais écoute, je suis vraiment, vraiment un grand romantique, je suis tellement vieux jeu là-dessus, là. Je suis un grand sensible, un grand romantique. Je crois, ça veut pas dire que je suis plate dans le lit, là, mais je crois beaucoup dans tout le jeu. Moi, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je crois beaucoup dans l'univers plus large que la simple sexualité. Moi, j'ai toujours mis
un grand chapeau. J'appelle ça c'est plus que le romantisme. J'appelle ça l'affection. Je suis affectueux. Comme l'intimité. Tantôt, il y avait la question de l'intimité émotionnelle. Voilà. Donc, t'enrobes tout ça. C'est voilà. pas juste la sexualité en tant que telle. Non, parce que t'as l'intimité bien que c'est merveilleux d'avoir une vie sexuelle active et en santé et consentante avec la personne que t'aimes, puis bon, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais j'ai comme l'impression qu'avec ta conjointe actuelle, il s'est passé quelque chose. C'est un coup de foudre, oui, parce que à travers tous les moments difficiles que j'ai connus, Lynn connaissait ses propres moments difficiles. Elle venait d'être opérée pour un cancer du sein. J'ai le bonheur de dire après 6 ans que c'est une survivante et qu'elle est, elle est presque, elle est en rémission, mais elle perdait son papa aussi au moment où je devenais libre dans ma vie personnelle. Et Lynn et moi, j'étais son client. Elle me servait là, du côté de la concession automobile. Bref, j'apprends qu'elle traverse tout ça en même temps. Et par instinct, je suis allé dans son bureau. Parce que c'était inscrit Lynn Couture, puis on s'échangeait des courriels, puis tout ça, et des courriels d'affaires. Puis je dis « Bonjour Lynn, je suis Pierre Houd, oui, je vous reconnais. » Bon, j'ai dit « J'apprends que ça va pas très bien. » Puis elle dit « Toi non plus, parce que je fais tes transferts d'auto, puis je vois que c'est pas facile. » On se jette dans les bras l'un de l'autre. Et là, c'est tellement drôle, parce que je dis « Écoute, viens, je vais te réconforter. » Puis là, elle en parle aujourd'hui en riant, elle me flatte le dos. Puis moi, je la serre, puis elle aime mes grosses épaules. J'en ai des pas pires. Puis là, je la prends, puis je la serre dans mes... Puis là, elle me frotte le dos, puis là, je suis là. S'il vous plaît, mon Dieu, que ça continue. Faites que ça continue. Je veux pas que ça arrête. Puis elle est là. Je veux pas sortir. Je veux pas... Mais on se le dit pas, évidemment. T'sais. Alors, je la serre, puis elle me frotte le dos. Bon. Écoute, bonne chance avec ton papa. Puis là, elle part pour Québec, puis effectivement... Et j'ai jamais fait ça dans ma vie, parce qu'autant je suis très affectueux, autant j'aime les femmes et tout ça, j'ai toujours été un peu gêné d'amorcer, de faire les premiers pas. Alors, et là, c'est la première fois de ma vie que ça sort. Écoute, Lynn, quand tout ça sera fini pour toi et pour moi, si tu veux, on ira prendre un verre, on célébrera qu'on passe à un autre... Elle dit, oui, je vais y penser. Puis finalement... Elle m'envoie un courriel le soir. Son père était décédé. Elle était avec sa famille à Québec, à Beauport. Et elle m'écrit à la fin, et tu sais quoi, j'y ai pensé. Oui, j'aimerais vraiment ça, prendre un verre avec toi. Elle était libre dans sa vie à ce moment-là. Elle aussi. Mais libre, mais extrêmement... Chargée, mais aussi... poquée, là. Elle était extrêmement frappée par le cancer, par la radiothérapie. Elle était fragilisée. Elle était extrêmement fragilisée. Et on a trouvé une date, je vais toujours m'en rappeler, le 18 juillet. Là, il faut que je remonte. Il y a 7 ans, donc 2018. Et on a eu un premier souper, tout près de chez moi. Et puis, ça a été un merveilleux souper. Et puis, je suis allé la reconduire à l'auto. Puis là, j'ai dit, j'ai 2 options. Ou je lui donne un petit bec... ou je lui en donne un vrai, puis elle va comprendre qui je suis, puis on est rendu là dans la vie. Alors, on s'est donné un beau French. Tu t'en souviens? Que je voulais pas qu'il arrête. Hélène, par rectitude, là, il faudrait qu'on passe à autre chose. Il faut que je retourne chez moi. Puis, alors, quand oui, je m'en souviens, mais je m'en souviens. Alors, mais c'était la... en fait... Tu sais, souvent, je dis, je me connais pas encore. Là, je dois avouer que la soixantaine, j'adore ça, parce que ça, je me connais bien maintenant. Je suis très à l'aise avec tout ça. Puis tu vois aussi que c'est maintenant, qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ouais. Ça, c'est la grande différence dans la soixantaine par rapport à la quarantaine, même la cinquantaine. Paul m'avait dit, quand je suis rentré dans la soixantaine, j'étais paniqué. Panique pas, mon frère, c'est les Fabulous 60s. Il a raison. C'est vrai que c'est les Fabulous 60s, surtout jusqu'à 65. Moi, j'ai 67, là, je commence à voir les petits bobos, tes tests sanguins, il y a toujours une coche qui sort mal, puis tout ça. Mais dans ma tête, je vis un moment, sur le plan affectif, je vis une grande sérénité.
Et c'est pas parce que c'est parfaitement parfait et compatible avec Lynn. Au fil des années, et puis on a frappé la COVID ensemble. Imagine-toi, les deux, on avait décidé de vivre ensemble. On frappe la COVID, on est pris dans un 4,5 avec moi qui fais mes émissions à RDS. Fait qu'il faut pas parler pendant ce temps-là. Des émissions de remplacement, puis elle a fait son travail à distance avec son employeur. Bref. Mais toi, tu travaillais-tu de la maison à ce moment-là? J'avais pas le choix. C'est ça. On faisait des émissions de remplacement. Ah oui, c'est dur faire de la télé de la maison. C'était dur pendant la COVID. Ah oui, puis il n'y avait pas de hockey, et on a frappé tous les deux la COVID. Alors, il a fallu prendre soin l'un de l'autre. Bref, on a eu nos défis de couple qui nous ont amenés à se dire, hey, on s'adore, peut-être qu'on est mieux de vivre séparément pour un petit bout. Et ça a été la meilleure décision qu'on a prise parce que au cours des dernières années, on s'est vraiment retrouvés dans les moments parfaits. Lynn avait son intimité professionnelle, j'avais la mienne. Le vendredi soir, j'arrivais chez Lynn. Je préférais aller chez elle parce que il y a beaucoup d'arbres, c'est tranquille dans son coin. Et puis, et donc, ça a été le bon contexte pour que tout le volet affectif qui nous lie ressorte et s'éclate au grand jour dans le bon contexte. Et ça inclut pour moi la sexualité. Mais pour moi, un univers, pas idéal, l'univers qu'on doit rechercher, c'est qu'on doit être beaucoup plus que simplement des partenaires sexuels. Il faut qu'il y ait... On découvre, Lynn et moi, exemple, l'humour. On est tordu de rire tellement souvent. Puis elle est drôle, parce qu'elle s'en rend pas compte. Puis je lui dis, t'es tellement drôle, t'aurais fait une stand-up comique incroyable. Donc, on rit beaucoup. Puis souvent, on a de l'humour même dans nos rapports sexuels. Tu sais, on rit. Ça, c'est que vous êtes à l'aise. On est à l'aise. Mais il y a encore un jeu de séduction. Et puis, je pense que... Moi, je pense que c'est ma voix qui est probablement mon outil de séduction, au-delà de mon travail. Je pense que je m'en sers assez bien pour parler à ma conjointe, à mon amoureuse. Mais tu as l'air vraiment heureux, Pierre. Là, je le suis. Je pense que globalement, je suis capable de dire que je suis heureux. Et puis, tu sais, le bonheur, on l'atteint comment? J'aimerais connaître la personne qui l'a atteint, le bonheur, de façon linéaire. Je n'y crois pas. Ah non, c'est en pointillé, le bonheur. Hey, mon philosophe préféré au cégep, c'était Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si tu as déjà étudié Teilhard de Chardin. Lui, c'était le point oméga. Il dit, nous allons tous vers le point oméga. Hey, ça sonne cégep, ça, à peu près. Hein? Mais c'était très bien, sa philosophie, parce que, dans le fond, lui, il parlait des grands principes de vie. Lui, il disait que nous allons vers le point oméga en traversant des cycles oscillatoires convergents. Ça, c'est la mémoire des Hoods, je me rappelle de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'en va en dents de scie vers une espèce de plénitude, zénitude. Est-ce que c'est la mort au bout? Ou est-ce que c'est nos années avant de mourir? Est-ce que on atteint ça dans la soixantaine? Est-ce que c'est exact pour tout le monde? Je ne le sais pas. Mais, tu vois, lui, il m'a toujours pas mal inspiré comme philosophe. Puis on dirait que je suis en train de vivre ça présentement. Mes cycles oscillatoires sont de plus en plus petits et amènent vers une certaine sérénité. Ouais. C'est bien dit. Ouais. Fait que dans le fond, il fallait que je vienne ici ce matin pour m'en rendre compte peut-être de façon ultime. Là. Oui, je crois que je m'en vais là. Puis en même temps, pensez pas que je suis plate là, dans le lit. Là. OK, t'es quoi? Ça fait quelques fois que tu nous dis ça. Pourquoi on penserait que t'es plate au lit? Ben parce que, écoute, je suis toujours la cravate. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au Centre Bell. Et ce soir, le Canadien affronte les Sharks de San Jose. Marc, l'analyse de ce match. Voilà, c'est tout. La marque finale est donc... Hey, ça fait pas très sexuel, mais ça. Est-ce que tu as l'impression que ta vie sexuelle... Non, mais Lynn me pensait comme ça. Elle te pensait comme ça. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu as déjà voulu être... Tantôt, tu as parlé d'être comptable, mais tu as quand même voulu être comptable, tu as étudié en marketing. Oui, c'est ça. Et toi, tu associes ça à quelque chose qui pourrait avoir l'air un peu straight, dans le fond. Carré, exactement. C'est straight, ça, c'est ta perception. Oui, conservateur. Alors que ce que tu veux nous dire, c'est que t'es pas ça du tout dans la sphère de l'intimité. Non, pas du tout. Et je vais l'avouer, j'ai été... écoute, mon premier kick, c'est Francine Léveillé. Francine Léveillé, c'était ma prof de 3e année. OK, ça fait longtemps. T'étais je m'assoyais devant petit. Francine et je faisais « Oh, qu'elle est belle! » J'ai eu cet appel-là très jeune. T'avais un éveil déjà. Oui. Éveil, disons, affectif,
sensuelle, sexuelle, évidemment, ça arrive plus tard un peu, mais je m'assume, j'ai toujours eu cette fascination, cette attraction. Dans le cas de Francine Léveillé, c'était mon prof de 3e année, mais je me rappelle de Danielle Saint-Arnaud en 6e année, je l'aimais, la petite Danielle, puis ma voisine, Michel Surgeon, puis... et c'est drôle parce que... Tu as eu beaucoup d'amour comme non avoué. Ben oui, mais je sais pas si on peut appeler ça de l'amour. J'ai eu comme toujours une attraction, un éveil. Un éveil, OK. Tu sais? Et puis, je vais l'avouer, j'ai été extrêmement ouvert et fasciné les premières fois que j'ai utilisé du matériel, appelle ça pornographique ou érotique. Ou, je parlais de mes premiers Playboy tantôt, les premiers films 3X. Écoute, la porno des années 70, Il y avait les clubs vidéo, je sais pas si tu t'en souviens, il y avait des portes comme western. Ben moi, c'était avant les clubs vidéo. Il fallait que tu ailles au cinéma spécialisé. Puis là, c'était un peu gênant, tu te cachais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'était ça. C'est ta façon de... Exactement. De le consommer. Ben c'est sûr. Et puis, je n'étais pas le seul, là, mais en 70, on appelait ça la contre-culture. Donc, on dit, c'est pas de la porno, c'est de la contre-culture. Alors, mais je sais pas, ça a toujours été... j'ai toujours eu un imaginaire aussi extrêmement large, pas seulement de la sexualité, mais aussi de la romance, de la séduction. J'adore cet univers-là et je m'y sens autant à l'aise que mal à l'aise selon le contexte. Mais est-ce que je t'entends parler, puis j'ai l'impression que tu es dans une... Peut-être, est-ce que tu es dans la plus belle période de ta vie? Assurément. Dans cette sphère-là de l'intimité, autant sexuelle qu'émotionnelle? Assurément. C'est la plus belle période de la vie, sauf l'âge. L'âge, oui. Malheureusement, ton corps est moins performant. Mais c'est là où tu réalises... Ton côté créatif prend le dessus, j'imagine. C'est là que tu réalises le vieillissement. Le vieillissement, il faut que tu t'adaptes. Quand tu dis on veut des vieux jeunes, c'est vraiment moi, ça. Ou jeune vieux, je sais pas lequel des deux doit aller en premier. Toi, tu serais plus on pourrait pas dire nécessairement un vieux, mais c'est-à-dire que au lieu de... Parce que t'es quelqu'un qui veut rester jeune, qui fait tout ce qu'il faut pour ne pas vieillir, pour ne pas être un vieux, dans le fond. Tu sais, un vieux dans le sens, j'ai envie de dire, péjoratif, l'image qu'on se fait. Mais c'est très juste ce que tu dis. Et surtout dans ton intérieur. C'est ça. Mais t'apprends à développer ça parce que tu le sais très bien que tu vas pas dans le meilleur sens pour ton corps humain, ta biologie. Oui, c'est comme s'il y a une pente descendante par rapport à notre renouvellement. Là. Voilà. Et il y a toutes sortes de facteurs extérieurs qui peuvent affecter ta libido, qui peuvent accepter. Les femmes, vous avez votre réalité. Les hommes, on a notre réalité. Et donc, il faut que tu acceptes ça et que tu te dises, wow, mais par contre, j'assume tellement maintenant le plaisir de ceci, le plaisir de ça. Je connais tellement bien ma partenaire, puis tu veux la comprendre et vice-versa, que dans le fond, tout ça est absolument merveilleux, mais il faut pas que tu t'arrêtes tout le temps à la fréquence, il faut pas que tu t'arrêtes à la façon. C'est pour ça que moi, maintenant, j'y reviens, ça fait 3 fois que je te le dis, je suis désolé, mais j'aime beaucoup regarder ça comme une grande assiette. L'affection, la sensualité, la séduction. L'amitié aussi. L'amitié et l'humour. Ouais. Tu sais, là, tu mets tout ça dans la salade, ça fait une bonne salade. Sans jamais qu'il y ait de police d'assurance. Parce que ça aussi, je pense que le succès est basé sur ne jamais tenir rien pour acquis dans un couple, peu importe l'âge. Ça a été des leçons de vie que j'ai retirées. Mais bref, c'est vrai, je peux partir d'ici en disant que je suis relativement heureux et n'oublie pas que la voix est souvent un élément très important de séduction. Tu sais que Jacques Villeneuve, à l'époque, il fréquentait Dany Minogue, la sœur de Kylie Minogue. Puis il s'était fait demander comment tu séduis Dany au lit. Il dit, je lui parle tout doux en italien dans l'oreille. Ça, c'est pas une réponse qu'on aurait pu deviner. T'imagines, hein? Mais tu vois, le pouvoir de la voix et de l'accent. Alors, parlo italiano solo un poco, mais je préfère le français. Dernière question, Pierre. Question Opto Réseau.
Si on regarde en arrière et que l'on s'arrête au 16 octobre 1989, quelle émotion t'habite? Oh, wow! Une grande fierté, d'abord et avant tout, mais une grande fierté générale, pas une grande fierté personnelle. Une grande fierté générale d'avoir... je pourrais décliner là, pendant 10 minutes. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé le 16 octobre? C'était mon premier match de hockey à RDS. Mais c'était... Et c'est là où je veux en venir, Marie-Claude. C'était aussi le premier test réussi pour RDS en hockey. RDS avait ouvert ses portes en septembre. Évidemment, tout le monde attendait... tout le monde s'attendait à ce qu'on se plante, là, littéralement, comme diffuseur de hockey du Canadien. Et le lendemain, on a eu des critiques extraordinaires. Puis Mario Brisebois, dans le Journal de Montréal, avait fait un sondage par la suite et on était sorti numéro 1. Imagine-toi, on venait de commencer. Et puis, donc, j'ai une grande fierté personnelle parce que j'ai quand même fait un choix très osé sur le plan professionnel. Et en même temps, une grande fierté de ce qui devait être une opération qui durait 6 mois est devenu un diffuseur majeur dans l'univers télévisuel québécois. Parce qu'on fait de la télé, il ne faut pas se le cacher. Là. Fait que ça, c'est vraiment un moment important. Très important. En fait, c'est un moment clé. Et je vais toujours me rappeler, c'était dans le Vieux Forum, puis tu avais écoute, les cabines de diffusion étaient rudimentaires. On était entre des colonnes de métal. Puis l'autre côté, c'était la presse écrite. Carrément de l'autre côté de la patinoire. Et puis, je suis avec Yvon Pedneau, qui était mon premier partenaire. Puis là, on est prêt à commencer. Puis je donne un coup de coude à Yvon. Je dis, regarde l'autre côté. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je dis, voilà, il n'y a personne. Hey, c'est vrai, où sont les... Ils étaient tous restés dans le salon de la presse pour écouter nos premières minutes. Et probablement pour rire de nous autres. Moi, j'avais déjà dit que je refusais la médiocrité, que je refusais qu'on soit mauvais et qu'on rit de nous le lendemain matin. Et là, j'ai dit à Yvon, là, t'as encore plus la preuve. Tout le monde nous écoute pour rire de nous autres. On doit être les meilleurs maintenant, now. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce premier match. Et on a fait un excellent match de hockey. Moi, j'ai fait une petite coquille en me trompant de nom du gardien de but une fois. Mais le lendemain, dans la presse, on a eu des critiques extraordinaires. Et ensuite, ça a déboulé. Et ça dure depuis 1989. Donc, j'ai une fierté personnelle, mais j'ai une fierté collective de faire partie de ce qui est encore aujourd'hui une petite équipe. On est petit là, par rapport à TSN. Puis on se souvient quand on part un projet. Oui. Quand on fait partie de ceux qui ont pris les risques. Oui. Et tu sais qu'est-ce qui a été extraordinaire, Marie-Claude, dans tout le parcours? C'est que souvent, on a reparti des projets. C'est pas seulement octobre 89. Je te parlais des Jeux olympiques tantôt. Vancouver 2010, ben oui, là, quand j'ai commencé à animer les cérémonies d'ouverture avec Richard, et puis on était avec Alexandre Despatie aussi à l'époque, quand j'ai commencé, j'ai tellement eu de fierté pour RDS, parce que je me disais, on ne pense qu'à Radio-Canada pour diffuser les Jeux olympiques, et RDS non seulement était capable d'être diffuseur et producteur olympique, mais nous avons inventé la couverture multiplateforme. C'est nous qui l'avons inventé. Radio-Canada l'a repiqué à partir de 2014. Mais si vous avez la possibilité de voir toutes les épreuves en temps réel, en direct, sur votre tablette, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur des différentes antennes plus conventionnelles, c'est RDS et CTV, en fait, et TSN qui ont inventé cette approche-là. Donc, c'est le mot fierté qui me revient parce que c'est fierté personnelle et fierté individuelle avec, évidemment, en toile de fond, je dirais, un très grand bonheur professionnel d'être dans cette famille-là. Plusieurs disent qu'il y a le CH tatoué sur le cœur. Moi, j'ai le RDS tatoué sur le cœur. Ben, merci, Pierre-Aude. Ta passion est contagieuse. C'est beau de t'entendre, d'être passionné de ton métier. Je jase, hein? Ça, c'est Aline. Je suis vraiment le fils d'Aline. Ah, mais ici, c'est ça qu'on fait. Bon. Tu comprends? Ici, on te pose des questions puis on veut t'entendre, toi. Alors, ça me rassure. Je sors tout le temps de trucs comme ça. Je disais à Sylvain, maudit que j'ai parlé. Mais moi, je suis un peu comme toi. Toutes les fois que je fais quelque chose, il me semble que j'ai bien trop parlé. Surtout quand je fais des entrevues à la radio. Pendant que je parle, merci beaucoup. C'était un plaisir. Ah, OK. Parce qu'on les voit pas. Hein? Tu sais, quand on est au
téléphone, à la radio, là, Ouais. on voit pas ce qui se passe, puis j'ai toujours l'impression que j'ai trop parlé, puis c'est vrai que ça, c'est comme pas le fun. Mais ici, c'est le contraire, on parlera jamais assez. Ben, tu me rassures. Et je vais finir avec un compliment. Tu es vraiment très bonne pour mener une discussion personnelle. Vraiment. Merci. Vraiment très bonne. Tu as des qualités de base exceptionnelles. Et j'en ai probablement dit plus que je pensais en dire. Alors, c'est un compliment que je te fais. Ben merci, Pierre. Je suis très, très contente de cette Moi rencontre-là. aussi, vraiment, j'en sors. Hey, c'est presque une thérapie. Est-ce qu'on peut revenir? Ah, tu peux revenir. Puis moi, j'ai l'impression de te connaître vraiment plus. Bon, ben tant mieux. J'espère que ça laisse une bonne impression. Oui, c'est une très bonne impression. Puis c'est beau de voir quelqu'un qui... Je trouve que tu brilles. Il y a quelque chose d'éclatant. Ben merci beaucoup. On sent ton bonheur. Et Oui. le bonheur, même si c'est pas linéaire, quand c'est là, il faut le prendre. C'est vrai. Parce que c'est souvent quand il n'est pas là qu'on se rend compte qu'il était là. Oui, tu as tout à fait Donc, raison. cette capacité-là de le saisir, c'est un plus dans la vie. Ben merci beaucoup, Marie-Claude. C'est merci. une magnifique invitation, vraiment. Ben, merci, Pierre, et merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été patient pour écouter tout ça. Non, je te dis, les gens, ils aiment ça. Ils prennent des longues marches souvent en nous regardant, mais surtout en nous écoutant. Et on se dit au prochain podcast. Bye bye, tout le monde. Merci. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.